On attaque le nouveau chapitre sur les polynômes dans le cadre des idées reçues qui ont la vie dure, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Savoir dire non. On va attaquer le chapitre sur les polynômes, et tout d'abord, un polynôme P possède une racine A d'ordre de multiplicité 2 si et seulement si P de A égale P' de A égale 0, avec P seconde de A différent de 0. Eh bien non. Il faut être en caractéristique nulle pour ce genre de théorème, d'accord? Normalement, la multiplicité 2, ça veut dire que x moins a carré divise p, d'accord? Et que x moins a au cube ne le divise pas. Voilà, c'est ça la multiplicité 2. Et on aime bien le caractériser avec des dérivés. Mais ça, la preuve de ce type de théorème, d'utiliser la dérivée pour caractériser l'ordre de multiplicité, ça demande la formule de Taylor polynomiale. Or, dans la formule de Taylor polynomiale, on divise par des factoriels. Pour pouvoir diviser par des factoriels, eh bien, il faut absolument être en caractéristique nulle. Voilà. Donc le théorème demande d'être en caractéristique nulle. Vous prenez x2, d'accord, en caractéristique 2, 0 est racine, et la racine est de multiplicité 2, puisque x2 divise x2, évidemment, mais x3 ne divise pas x2. Pourtant, quand vous allez prendre la dérivée de x2, c'est 2x, donc c'est 0. Et après, toutes les autres dérivées, ça va être nul. Donc vous n'aurez jamais ce p seconde de a différent de 0. Si p, dans le cas de x, vérifie p' égale 0, alors p est un polynôme constant. Encore une fois, non. Ça fait penser à la dérivée d'une fonction. Oui, si une fonction réelle, sa dérivée est nulle, alors f voilà, est constante. Encore, c'est sur des intervalles. Mais ça reste vrai en caractéristique nulle. Vous prenez x2, ce n'est pas un polynôme nul, c'est pas un polynôme constant. Et quand vous dérivez, ça fait 0 en caractéristique 2, comme tout à l'heure, hein, ça fait 2x, et 2x, ça fait 0. Donc soit k a un corps et p dans le cas de x. Si la fonction polynomiale de k dans k définie par p est nulle, alors p est nul. Alors là, c'est plus un problème de caractéristique, c'est là que c'est intéressant. C'est non parce que c'est un problème d'être fini ou infini. Sur un corps infini, c'est vrai. Mais sur un corps fini, c'est faux. Vous allez prendre sur f2, la fonction polynomiale x facteur de x moins 1 est nulle, évidemment, puisque en 0 ça s'annule, en 1 ça s'annule. Alors que le polynôme x facteur de x moins 1, c'est pas le polynôme nul, puisqu'il a des coefficients 1 et moins 1, c'est pas nul. Voilà. Alors, bien faire cette distinction entre fonction polynôme et polynôme, c'est important, surtout sur les corps finis. Et quand il y a une distinction sémantique, rappelez qu'on peut ne pas faire cette distinction quand le corps est infini. Et à l'écrit, c'est souvent qu'on dit, voilà, on peut assimiler la fonction polynôme à un polynôme, car on est sur un corps infini. Voilà. Alors plus généralement, P dans fp de x, donc fp c'est z sur pz, va fournir une fonction polynomiale nulle, la fonction x donne p de x, hein, de fp dans fp, et c'est nul si et seulement si xp moins x divise p. Il faut aller chercher la raison dans Fermat, hein, et dans le fait que xp moins x, c'est le produit des x moins k quand k parcourt fp. Alors celle-là, elle est plus compliquée. Soit P est un polynôme sur K tel que P ne possède pas de multiplicité dans sa décomposition en facteur irréductible, c'est-à-dire que la décomposition de P en facteur irréductible, c'est P égale le produit des PI, avec PI irréductible, mais il n'y a aucune... Donc là, les PI sont des irréductibles distincts, 2 à 2 distincts, mais il n'y a aucune multiplicité dans la puissance. Alors, dans toute extension de K, P ne va pas posséder de multiplicité dans sa décomposition en facteur irréductible. C'est-à-dire qu'on aura encore
Hein, bien sûr, on n'aura pas les mêmes irréductibles, parce que ce qui est irréductible en K ne va pas être forcément irréductible dans une extension, mais on aura toujours une multiplicité 1. Alors c'est important dans la réduction, par exemple, ces histoires de multiplicité 1 pour avoir de la diagonalisabilité ou des choses comme ça. Eh bien non. Alors, mais là, la notion est très subtile, hein, c'est plutôt une notion d'agrégation externe. Il faut que le corps soit parfait. Ça va être vrai sur un corps parfait. Les corps parfaits, ça va être R, c'est un corps parfait, C, c'est un corps parfait. Plus généralement, tout corps de caractéristique nulle est parfait. Et les corps FP, qui n'est pas de caractéristique nulle, mais qui a un corps fini, c'est parfait aussi. Le premier corps qu'on rencontre qui n'est pas parfait, c'est le corps des fractions rationnelles à indéterminé t sur fp. Voilà. Et vous allez prendre xp moins t qui va fournir un contre-exemple. Parce que xp moins t, pour des raisons purement Eisenstein, vous allez voir que ça, c'est irréductible sur K. Voilà. Parce qu'il est T Eisenstein. T va être d'abord, il est irréductible sur l'anneau des polynômes fp de t, où t est un irréductible de fp de t, hein, crochet t. Et ensuite, avec cet irréductible, vous créez un polynôme qui est T Eisenstein. C'est-à-dire que T divise tous les coefficients non dominants, et T2 ne divise pas le coefficient constant. Donc c'est T Eisenstein. On sait que c'est irréductible, mais maintenant, dans une extension, je vais aller chercher une racine dans cette extension. Mais maintenant, je vais aller chercher une racine dans une extension, alpha puissance p égale t, donc alpha, ce serait une racine pim de t. Eh bien, ce polynôme devient xp moins alpha p, bien sûr, mais par le Frobenius, ça fait x moins alpha, le tout puissance p. Et x moins alpha est un irréductible, et là, tout d'un coup, p est égal à ça, et il apparaît une multiplicité, voyez, dans cette extension. Donc au départ, c'était un irréductible, ce qui veut dire que la décomposition, il n'y a qu'un seul polynôme et il n'y a pas de multiplicité, et là, tout d'un coup, les multiplicités apparaissent. Soit petit f de R2 dans R, une fonction polynomiale. Si les zéros de f ont un point d'accumulation, alors f égale 0. Eh bien non. C'est vrai, attention, de R dans R. S'il y a un point d'accumulation, on a une fonction polynomiale qui a un point d'accumulation, ça veut dire qu'il va y avoir une infinité de zéros, et on sait pour des raisons de degré que le polynôme ne peut être que nul. Mais c'est pas vrai si la fonction est un polynôme de R2 dans R. C'est pas une fonction. Donc vous prenez xy de R2 dans R, xy donne x. Donc l'ensemble des zéros, c'est l'ensemble des xy tels que x égale 0, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'axe des y. L'axe des y possède des points d'accumulation, mais la fonction polynomiale, évidemment, n'est pas nulle. On attaque groupe à nos corps. On a une division euclidienne dans z de x. Eh bien non. Par exemple, on ne peut pas diviser de façon euclidienne x par 2, parce que x sur 2 n'est pas dans z de x. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'effectuer la division euclidienne d'un polynôme entier par un polynôme entier unitaire. Vous pouvez toujours prendre un polynôme entier et vous restez, hein, si vous appelez P un polynôme et Q un polynôme entier unitaire, eh bien, vous allez avoir P égale SQ plus R, donc une division euclidienne, avec S et R dans Z de X, parce que c'était unitaire au départ. Voilà. Alors, c'est très important de réaliser que Z de X n'est pas euclidien. Hein. Q de X est euclidien, parce que Q est un corps, mais Z de X n'est pas euclidien. S'il était euclidien, il serait principal.
Et ça, il n'est pas principal. On va le voir plus tard. Une matrice à coefficient dans un anneau est inversible sur cet anneau si et seulement si son déterminant est non nul. Ah non. Il faut que le déterminant soit inversible dans l'anneau. Vous prenez par exemple cette matrice-là, vous allez voir que quand vous allez vouloir l'inverser, il va falloir mettre des 1,5, parce que le déterminant c'est 2, et que le déterminant n'est pas inversible dans Z. Donc cette matrice qui est sur l'anneau des entiers est inversible sur Q, mais pas inversible sur Z. En général, les matrices carrées sur Z sont inversibles sur Z si et seulement si le déterminant est égal à plus ou moins 1. Quand le groupe G agit transitivement sur l'ensemble X, si on prend X petit x dans grand X, G indice petit x, le stabilisateur de X dans G, alors on a un morphisme de groupe du quotient G sur Gx vers X. Alors non, on a une application, effectivement, qui va de G quotienté par Gx vers X, qui a petit g donne G.x, et ça se passe au quotient, en G bar, ici, donne G.x. Ça, c'est bien défini. Mais ce n'est pas un morphisme de groupe, parce que G indice X n'est pas distingué en général. Donc ça, c'est pas un groupe. Et X, c'est juste un ensemble. Donc c'est pas distingué. En fait, ici, sur X, on a une action de G. Et sur G quotienté par Gx, on a aussi une action de G à gauche. L'action sur les classes. Et en fait, cette application dont je vous parle commute à cette action. Voilà. C'est la plus grosse propriété qu'on puisse donner à cette application. Mais ce n'est pas un morphisme de groupe, malheureusement. Soit G un groupe et H un sous-groupe, une classe de conjugaison de G, incluse dans H, reste une classe de conjugaison de H. Donc, non. Vous prenez G un groupe non abélien, ça veut dire que le centre, c'est pas G, donc vous prenez un A, un élément non central, ça veut dire que sa classe de conjugaison ne va pas être singleton, il ne va pas être tout seul dans sa classe de conjugaison, puisqu'il n'est pas central. Et vous prenez le sous-groupe engendré par A, c'est un groupe cyclique ou monogène, en tout cas monogène, et il est abélien, puisqu'il est monogène. Donc les classes de conjugaison, c'est des singletons. En particulier, la classe de conjugaison de A, c'est le singleton A. Alors que dans G, ce n'était pas un singleton. Parce qu'on a pris A non central. Il y a deux classes de conjugaison dans le groupe orthogonal O2,2, les rotations et les symétries. Eh bien non. Les symétries forment bien une seule classe de conjugaison. Bah oui, puisque deux symétries finalement sont semblables en base orthonormée, si c'est des symétries orthogonales, elles sont semblables en base orthonormée à la matrice diagonale 1, moins 1. Voilà. Donc effectivement, pour les symétries, c'est vrai. C'est une classe de conjugaison. Mais deux rotations, non, elles sont conjuguées si et seulement si elles ont même angle non orienté. Déjà, vous pouvez voir que deux rotations, cosinus, donc vous prenez la trace d'une rotation, oui, une rotation, ça s'écrit toujours en base orthonormée, cosinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Donc sa trace, c'est 2 cosinus θ. Elles ne peuvent pas être conjuguées si les cosinus ne sont pas égaux, du coup. Donc si θ n'est pas égal à θ' à signe près. Donc, et en fait, la réciproque est vraie, c'est facile à voir. Donc deux rotations sont conjuguées si et seulement si elles ont le même angle non orienté. Donc en général, faut enlever l'exception où θ égale pi, où θ égale 0.
mais les autres rotations, les autres classes de conjugaison de rotation, il y a deux éléments. Si A est un anneau principal, alors l'anneau A de X est principal. Donc ça, j'en avais parlé tout à l'heure, pour Z de X n'est pas principal. Bon, ça c'est faux. L'anneau A de X est principal si et seulement si A est un corps. Si vous prenez petit a non nul et non inversible dans grand A, ce qui va exister évidemment si A n'est pas un corps, alors vous pouvez montrer que l'idéal de A de X engendré par petit a et grand X n'est pas un idéal principal. Le corps non commutatif des quaternions H est une C-algèbre. Eh bien c'est faux, hein. Il faudrait, pour que ce soit une C-algèbre, il faudrait que tout élément de H, il faut mettre H en bold-fond ici, commute avec tout élément de C. Eh bien non, parce que vous prenez I qui est dans C et J qui est dans H. Je vous rappelle que H est engendré par IJK, hein, des éléments avec certaines relations. Eh bien, I et J ne commutent pas parce qu'on sait que IJ est égal à moins J. Voilà. Donc ce n'est pas une C-algèbre, mais en revanche, H est une R-algèbre. Évidemment, 2 dimensions, 4 sur R. Voilà, on s'arrête là. Il ne nous reste plus qu'à attaquer le chapitre des formes quadratiques. Ce sera la prochaine fois.